La réélection du président Paul Biya n'a pas suffi à ramener la paix et la stabilité au Cameroun. Face à la crise dite anglophone qui s'enlise, face aux nombreux défis économiques et sociaux, face aux attentes légitimes de la jeunesse, dans un climat politique crispé, l'on peut dire que les enjeux pour le Cameroun sont absolument importants. Pays moteur de la zone CEMAC, le Cameroun parviendra-t-il à mettre fin à la crise sanglante dans sa partie anglophone? Parviendra-t-il à relancer ses chantiers prioritaires avant l'organisation de la CAN 2021? Nous aurons le plaisir d'en parler ce jeudi avec notre invité. Chers amis de Point de Vue, bonsoir. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir à l'occasion de ce nouveau numéro de Point de Vue, consacré, comme vous le savez, au décryptage de l'actualité africaine. Je suis Laurent Montier et c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur votre rubrique de décryptage de l'actualité africaine. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois sur le plateau de Point de Vue et depuis le Cameroun, Madame Patricia Biloa. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir à Point de Vue et nous allons parler du Cameroun. Le thème, c'est le Cameroun à la croisée des chemins. Nous allons parler du Cameroun parce que c'est un pays important en Afrique et particulièrement en Afrique centrale. Le Cameroun est une économie locomotive de l'Afrique centrale et un pays moteur de la zone CEMAC. Nous allons donc parler avec vous des perspectives qui s'ouvrent pour le Cameroun dans les prochaines années, des perspectives politiques, économiques et sociales. Nous allons parler de la question de la crise anglophone et du terrorisme notamment. Donc pour vous présenter, donc vous êtes Patricia Biloa, vous êtes une femme d'affaires, vous êtes aussi engagée dans la société civile, vous avez des affaires notamment dans les zones rurales, où vous êtes très active, très présente. Et d'ailleurs, nous vous félicitons parce que c'est très rare de voir des femmes qui décident de se lancer dans les affaires, mais en milieu rural, parce que tout le monde reste en zone urbaine. En tous les cas, c'est un plaisir de vous recevoir à Point de Vue et bonsoir à nouveau. Merci, bonsoir et c'est un privilège. C'est une grande joie pour moi que de participer à votre émission. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Vous l'êtes déjà, ne vous en faites pas. Alors, d'entrée de jeu, parce que nous avons à peu près 20 minutes d'échange, le Cameroun a connu des élections qui ont été heurtées, qui ont été perturbées. Il y a eu des heurts. Maurice Kamto a été arrêté, ses partisans ont été arrêtés. Paul Biya a été réélu comme c'était attendu. Aujourd'hui, selon vous, quelle est la situation politique? Quelle est la situation, quel est le paysage politique qui se dessine pour le Cameroun actuellement? Est-ce que c'est plus apaisé? Est-ce que les perspectives sont bonnes? Quel est votre regard? Comment vous dirais-je ça? Effectivement, Paul Biya a été réélu comme c'était attendu et il était normal également que les fauteurs de troubles soient arrêtés. Force reste à la loi, je crois que c'est ce qu'on dit. À mon avis, les Camerounais sont beaucoup plus préoccupés par des questions économiques, leur vie au quotidien. Je constate que c'est beaucoup plus dans la bulle Internet que les gens font de la politique. Mais sur le terrain, nous n'avons pas de véritables propositions. En réalité, c'est sur Internet qu'on apprend qu'il se passe beaucoup de grandes choses au Cameroun, voilà, sans que nous ne les vivions, nous qui sommes sur place. Alors bon, les perspectives, le Cameroun continue d'être un grand pays et une locomotive en Afrique centrale. Quant à la politique, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. C'est juste que certains veulent exister politiquement, donc ils sont obligés de faire de la surenchère et pour se maintenir, tout simplement. Voilà mon avis. Voilà. Effectivement, Patricia, comme vous le dites, on se rend compte du rôle important des réseaux sociaux, que ce soit au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en France, enfin dans tous les pays où l'activité démocratique est vive, où l'actualité politique est vive. On se rend compte de l'influence des réseaux sociaux. Effectivement, avec la distance, du fait qu'on soit de la diaspora,
on peut appréhender la situation sur le terrain différemment. Et j'ai l'impression, nous avons l'impression quand on observe le Cameroun, que c'est la diaspora qui est beaucoup plus active, qui est beaucoup plus vindicative et qui mène des actions terrain, mais au niveau de la diaspora, au niveau de leur pays de résidence. Voilà. Mais au niveau du Cameroun, la situation semble beaucoup plus calme, on dirait. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui sont au Cameroun sont résignés? Non, pas résignés, mais en réalité, nous ne croyons pas aux vendeurs d'illusions et de rêves. Nous vivons sur place, nous sommes engagés au quotidien dans les difficultés quotidiennes, nous les rencontrons tous, peu importe de quelque aire géographique que nous soyons, nous vivons nos réalités. Ça n'a rien à voir avec le rêve que certains nourriraient dans la diaspora. Très concrètement, les Camerounais veulent améliorer leur ordinaire et ils sont pris chaque jour par leurs obligations familiales, leurs obligations économiques. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour des illusions. D'autant plus que les autres, on a beaucoup appris avec les événements des années 90. Les autres, leurs enfants sont bien au chaud à l'étranger et ils voudraient que nous servions de chair à canon. Je crois que les Camerounais sont un peu plus sages, un peu plus matures, un peu plus... Ils ont un meilleur discernement des intérêts et des enjeux. Voilà, tout simplement. Donc, ils ne sont pas plus émus que ça. Voilà. Ce que vous nous dites, Patricia, c'est qu'effectivement, les Camerounais, au quotidien, ne s'intéressent pas vraiment aux querelles politiques. Ce qui les intéresse, c'est d'améliorer leurs conditions de vie et que, par conséquent, les querelles politiques ne concernent, d'après eux, que les hommes politiques. Mais pourtant, on voit quand même une certaine mobilisation, même si elle n'est pas très présente, très marquée, parce qu'elle est portée par la diaspora. Mais on a quand même vu des gens arrêtés, des manifestations, des personnes qui ont répondu aux appels, notamment de Maurice Kamto, pour ne pas le citer, qui revendique toujours sa victoire lors des dernières élections. C'est un schéma qu'on connaît plus ou moins par cœur et qui a cours au Cameroun, au Gabon, au Congo, on le sait. Donc aujourd'hui, vous parliez des Camerounais lambda, moi j'aimerais qu'on parle de la jeunesse. Quelles sont aujourd'hui les attentes de la jeunesse camerounaise? Est-ce que c'est une jeunesse qui est politisée ou c'est une jeunesse qui est vraiment préoccupée par son avenir immédiat, trouver à manger, trouver un emploi et qui se désintéresse totalement de la politique? Se désintéresser totalement de la politique, je ne dirais pas ça, non. Nous avons tous, je pense, une conscience politique. Le Cameroun est un grand pays politique quand même. Nous avons lutté pour l'indépendance du Cameroun, donc c'est un héritage que nous avons. Cependant, nous n'allons pas faire de la politique comme certains voudraient que nous la fassions. Parce qu'il y a un modèle comment dirais-je, qu'on a frame, comme je dirais en anglais, qu'on a structuré et on voudrait que tous les Africains y entrent et que ça se passe comme ça a l'habitude de se passer. Il y a une élection et puis il y en a qui disent que c'est l'opposition qui a gagné et qui ne sont pas d'accord et ils vont marcher et ils vont casser et il y aura un soulèvement populaire et puis voilà. Non, ce n'est pas ça en réalité l'idéal politique de la jeunesse camerounaise. Nous sommes très en attente d'un certain nombre de mesures qui vont améliorer notre vie, qui vont un certain nombre des attentes qui vont apporter des réponses, voilà, aux besoins que les jeunes ont. Et en réalité, peut-être aussi que nous devrions changer, pour ce qui est de la jeunesse, de paradigme. Un président américain a dit, l'heure n'était plus à demander qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Et donc, c'est beaucoup plus vers cela qu'on devrait tendre pour avoir une amélioration. Patricia, des mots très frappés de sagesse, mais j'aimerais qu'on aborde, avant de parler de la crise qui prévaut dans la partie anglophone, j'aimerais que nous parlions de l'après-Biya, si c'est possible, bien entendu. Nous pouvons convenir, même si on peut diversement apprécier la longévité au pouvoir du président Biya, mais la nature a quand même des limites. Et je pense qu'il faudrait penser à l'après-Biya. Quelles sont les personnalités qui se dégagent, qui seraient
de potentiels successeurs de Paul Biya. Est-ce qu'il a choisi un dauphin? Sinon, quelles sont les personnalités, selon vous, qui pourraient lui succéder à la tête du Cameroun? Alors, je ne lis pas dans le marc de café. Je ne suis pas une intime de Monsieur Biya. Très honnêtement, d'après moi, je ne vois personne. Hein. Vraiment, je pense que c'est ouvert. Ça pourrait même être moi, qui sait. Bref, je vous taquine. Des perspectives après, certainement qu'il y aura un après. Et le moment venu, nous verrons très bien qui ce sera et qu'est-ce qu'il va faire et comment ce sera à ce moment-là. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Je vois pas quelqu'un particulièrement se démarquant et me faisant une forte impression. Voilà. Oui, effectivement, il n'y a pas de successeur désigné, comme par exemple en Côte d'Ivoire, le président Ouattara avait choisi Amadou Gon Coulibaly, mais parce que ce qu'on veut éviter pour le Cameroun, c'est effectivement ce qu'on a constaté par exemple en Côte d'Ivoire ou au Gabon, lorsque le président qui est resté aussi longtemps au pouvoir s'en va. Il y a une guerre de succession, mais qui se montre vraiment violente et qui peut parfois entraîner le pays dans le chaos. Donc peut-être que la sagesse qu'on peut reconnaître au président Biya nous montrera que lorsque le moment pour lui sera arrivé de se retirer, il gérera mieux sa sortie que certains de ses pairs qui ont laissé leur pays dans des difficultés. J'aimerais qu'on aborde la question de la crise anglophone. Pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas forcément au fait de l'actualité camerounaise, qu'est-ce qui pose problème? Quelles sont les revendications des anglophones et comment sortir de cette crise? Qu'est-ce qui pose problème? Je ne sais pas si au Cameroun, il y a vraiment un problème anglophone. Parce que tous les Camerounais, que l'on soit à l'extrême nord, que l'on soit à l'extrême sud, à l'est ou à l'ouest, indépendamment de son aire géographique, nous souffrons, j'allais dire, les mêmes choses. C'est-à-dire que comment voulez-vous qu'en 2020, on n'ait pas d'eau courante au robinet, alors qu'on est en plein Yaoundé? Vous voyez un peu, c'est difficile. D'une manière générale, je constate que les Camerounais sont résilients. Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Je ne vais pas parler de politique politicienne, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je déplore ce qui se passe. Il m'est même arrivé de me poser la question de savoir était-ce réellement des Camerounais, parce que un tel niveau de barbarie, j'ai du mal à l'intégrer parce que il y a des anglophones qui vivent à Yaoundé, ils ne sont pas plus stigmatisés que cela. C'est-à-dire que on ne sait pas au faciès au Cameroun. Les communautés vivent ensemble, les gens se marient entre communautés, ce n'est pas un problème plus que ça. Alors bon, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Mon fils est bilingue, il est même meilleur en anglais qu'en français. On essaye d'imposer l'anglais comme vraiment une deuxième langue nationale pour que tous les Camerounais puissent s'exprimer. Il y a une journée de bilinguisme. Je ne sais pas pourquoi les armes. Très honnêtement, nous avons vécu pendant très longtemps ensemble, les anglophones, les francophones. J'ai des tantes qui sont mariées dans la partie anglophone et je ne me vois pas en train de renier ces parents anglophones sous le prétexte qu'il y a un problème anglophone. Alors bon, les solutions pour en sortir, quand on prend les armes, on sait quand est-ce qu'on les prend pour les déposer. Ça, c'est toute une autre paire de manches. Chacun devrait y mettre du sien pour qu'on arrive à une situation beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisée. Voilà. Il y a la question ethnique. Aujourd'hui, au Cameroun, quand même, on va dire que la question ethnique revient vraiment au devant de la scène en disant, par exemple, que les Bamilékés estiment que ce sont eux qui doivent prendre le pouvoir, les Ewondo, les Beti et les Douala. On se dit qu'au Cameroun, comme ailleurs, partout en Afrique, on a l'impression qu'on n'arrive pas à sortir de ces querelles ethniques qui n'ont vraiment plus de sens aujourd'hui en 2020 et n'ont d'ailleurs jamais eu de sens. Mais comment expliquer qu'alors que le monde s'ouvre,
on fasse toujours ressortir ces querelles ethniques? Est-ce que c'est une instrumentalisation des hommes politiques? Et vous qui êtes au Cameroun, est-ce que vous voyez que les communautés se regardent en chien de faïence ou alors c'est vraiment une instrumentalisation des hommes politiques? En réalité, ça participe beaucoup de l'instrumentalisation des hommes politiques. Les gens se marient entre eux. Je constate, puisque je fais des faire-part de mariage, je travaille dans la communication, les personnes originaires du centre épousent beaucoup les filles de l'Ouest et vice-versa même d'ailleurs, les hommes, les femmes, ça se mélange. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants-là? Ils sont entièrement camerounais. Les gens, il y a plusieurs niveaux de vie. C'est-à-dire qu'il y a les hommes politiques qui ont une sphère de vie, il y a les Camerounais, des personnes lambda qui ont leur sphère de vie, il y a les hommes d'affaires qui ont leur sphère de vie. Bref, quand ça nous arrange, nous savons nous réclamer d'une aire géographique. Quand ça ne nous arrange plus, eh ben, on appelle au patriotisme camerounais. Qu'est-ce qu'on va y comprendre? Chacun marche selon ses intérêts. Donc, en réalité, un réel problème de tribalisme qui va amener la guerre, je n'en suis pas sûre. Les Camerounais ont beaucoup d'intérêts croisés. Voilà, il y en a qui sont aisés, qui vivent bien, qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Il y en a qui voudraient entrer dans ces cercles-là dont ils vont pousser. Bref, c'est la vie, tout simplement. Mais je pense que les Camerounais ne sont pas particulièrement disposés et disponibles pour prendre les armes et mettre leur pays à feu et à sang. Il y a plus de 240 ethnies au Cameroun. Alors, qui sait qui va prendre quoi? Le tour de qui? Je n'ai pas eu de ministre dans ma famille. J'ai pas eu de ministre dans mon village. J'ai pas de ministre dans la zone dont je suis originaire. Maintenant, on va dire que bah oui, mais dans le centre. Oui, mais le centre, il est grand. Et même que le président actuel, il n'est pas du centre, il est du sud. Alors, si c'est qu'il faut que chacun dise c'est mon tour, on ne va pas s'en sortir. Je pense que pour incarner la fonction suprême, il faudrait ne pas être tribaliste, il faudrait ne pas, il faudrait être un homme, une femme plutôt rassembleur. Voilà, les Camerounais ont besoin de se retrouver. C'est un peuple excellent en réalité, un peuple très dynamique, plein de créativité, mais qui est pour le moment distrait par des choses inutiles. Voilà, et je dis, ce n'est pas très utile qui dirige le Cameroun s'il le fait bien dans l'intérêt supérieur et suprême du Cameroun. Voilà. C'est juste ça ma conclusion. Effectivement, vous dites que le peuple camerounais est un peuple dynamique. Nous en convenons quand on regarde le rôle que le Cameroun joue sur le plan économique au niveau de l'Afrique centrale, notamment en matière d'agriculture, en matière de business et de développement. Le Cameroun est quand même un pays qui avance, même si on sait que les défis sont immenses au niveau social, au niveau des infrastructures. On a vu, par exemple, on en parlera tout à l'heure pour finir parce qu'il nous reste à peine 4 minutes, que la CAN a dû être décalée parce que les infrastructures n'étaient pas au point. Et aussi le problème de la corruption. Est-ce que le gouvernement veut véritablement s'attaquer à ce problème-là? Et pour aller dans votre sens, on a coutume de dire, nous en convenons tous, que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc on ne peut pas laisser un pays comme le Cameroun être déstabilisé parce que c'est un pays pivot au niveau africain. Mais je voudrais ajouter, pour revenir sur la question du terrorisme, qu'on a quand même l'impression que les pays de la CEMAC, je parle sous votre contrôle, vous qui êtes sur le terrain, on a quand même l'impression que les autres pays de la CEMAC ne soutiennent pas assez le Cameroun dans sa lutte contre le terrorisme. Alors, qui dit Cameroun dit Gabon. Si le Cameroun est déstabilisé, le terrorisme va arriver au Gabon et au Congo. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que les autres pays de la CEMAC soient plus conscients de la menace qui prévaut au nord du Cameroun et qui puissent joindre leurs efforts pour pouvoir aider le Cameroun à vaincre le terrorisme? Certainement qu'il faudrait, mais ça ne dépend que d'eux, ça ne dépend, enfin, je me dis, ça dépend d'eux, il y a beaucoup de bonne volonté à mettre de part et d'autre pour que les gens puissent travailler ensemble, ça dépend de ce que chacun attend. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que ce serait bien que qu'il y ait une partition du Cameroun et puis peut-être que ça les ferait avancer un peu plus, je n'en sais rien. Les gens ont des intérêts tellement divers
que je m'avancerai beaucoup en préconisant quoi que ce soit. Mais je pense qu'effectivement, dans le cadre de la stabilité, non seulement de la sous-région, mais de l'Afrique en général, il faudrait que le Cameroun soit stable, effectivement. Patricia, effectivement, pour revenir un petit peu sur la crise anglophone et les raisons de cette crise, certains experts, certains analystes ont parlé de questions économiques qui seraient cachées derrière les revendications des anglophones. Pas dans leur totalité, bien entendu, mais de ceux qui ont pris des armes pour réclamer l'indépendance de la partie anglophone. Il se dit qu'on a découvert d'importants gisements de pétrole dans la partie anglophone et qu'ils seraient soutenus par certaines multinationales et dans leur velléité d'indépendance. Est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce qui se dit au Cameroun à ce propos? Eh bien oui, on en parle et effectivement, comment dirais-je, il y a même beaucoup de moqueries parce que il y a beaucoup d'informations qui fusent à ce sujet parce que les anglophones, parce qu'a priori on aurait trouvé de grands gisements de pétrole de ce côté-là, veulent leur indépendance. Alors, nous avons appris que la Banque mondiale a commandé des études au Cameroun pour faire le recensement des richesses minières du Cameroun, du sous-sol camerounais. Et a priori, ce serait un scandale géologique au Cameroun. Donc, en réalité, nous comprenons leur enthousiasme à vouloir profiter tout seuls de la richesse qui est chez eux. Mais je pense que ce n'est qu'opportunément pour certains. L'immense majorité des anglophones a envie de vivre avec tout le reste du Cameroun. C'est juste une petite portion. Je ne peux pas vous donner le pourcentage de ce que ça représente, mais c'est vraiment une partie minimale qui a envie de se séparer d'avec tout le reste. Et en réalité, est-ce que c'est tous les anglophones qui en bénéficieraient? Je ne crois pas, non. Il y a des petits malins qui sont tapis en Occident, qui vivent parfaitement bien, confortablement, mais qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. Et les Camerounais ne sont pas d'accord. C'est notre pays, nous n'en avons pas un autre, nous n'espérons même pas un autre, nous ne voudrons même pas un autre, et nous avons intérêt à veiller là-dessus. Et comme je vous le disais précédemment, nous en sommes à nous poser la question de savoir est-ce réellement des Camerounais? C'est-à-dire, c'est tellement violent, c'est tellement bestial, c'est tellement sauvage qu'on se demande comment des gens qui ont pu vivre ensemble longtemps, quand même plus de 40 ans, peuvent arriver à ce point. Je ne suis toujours pas revenue de l'assassinat de Florence Ayafor qui a été massacrée pire qu'un animal. C'est-à-dire que je n'en reviens toujours pas jusqu'à un jour comme celui-ci, déjà en tant que femme, mais en plus en tant que Camerounaise. Je trouve ça absolument affolant. Donc, je ne pense pas que ce soit ça le réel désir des Camerounais de cette région-là. Je ne crois pas, non. Donc, voilà un peu, nous savons qu'il y a beaucoup d'intérêts. Le Cameroun est une terre extraordinairement riche. Je me souviens, c'est un de mes oncles qui disait qu'un chauffeur de taxi un jour, en rigolant, il dit « Dieu a tellement aimé le Cameroun jusqu'à fermer les yeux. Donc, tellement le Cameroun est riche, tu jettes un noyau de mangue, tu reviens 3 ans plus tard, hop, tu as un manguier qui est là. » Donc, le Cameroun est un pays extrêmement riche et moi, j'invite les Camerounais à être extrêmement vigilants, sinon ils seraient les derniers à tirer profit et avantage de ce qui leur appartient. Et ce serait dommage. Effectivement, vous dites que le Cameroun est un pays riche et ce que je pense que tous les Camerounais souhaitent, c'est que ces richesses-là bénéficient à tous les Camerounais. Et donc, voilà, c'est aussi la responsabilité des gouvernants d'apporter le développement dans toutes les parties du Cameroun pour que tout le monde se sente intégré et appartenir à la même communauté. Nous arrivons au terme de notre échange, Patricia, et c'était vraiment un plaisir d'avoir
point de vue, sur le plateau de point de vue, la vie de quelqu'un qui vit au Cameroun, qui est intégré et qui a son point de vue à donner sur l'évolution de la situation dans son pays. Et c'est aussi ça l'objet de point de vue. Nous n'avons pas besoin forcément de recevoir des experts surdiplômés, mais point de vue donne la parole à tout le monde et chacun peut donner son point de vue sur ce qu'il vit dans son pays. Donc vraiment, merci beaucoup. Et pour habitude, et dans nos habitudes, nous donnons une carte blanche en fin d'émission à nos invités. Donc vous avez 30 secondes, 45 secondes, 1 minute pour développer l'actualité de votre choix ou livrer simplement une conclusion. Bah, écoutez, j'étais très heureuse d'être avec Point de vue. Et qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Je voudrais que les Camerounais soient plus concentrés sur les défis de l'heure. La compétition n'est pas intra-camerounais. Elle se fait avec le monde entier. C'est-à-dire que nous sommes à la veille, nous sommes en train d'aller à la rencontre avec l'Asie. Est-ce que nous nous préparons à cette rencontre-là? Est-ce que ce qui s'est passé à la rencontre avec les Occidentaux va être ce qui va nous arriver encore à la rencontre avec les Asiatiques? Nous avons beaucoup de chantiers devant nous et je pense qu'au lieu de se laisser distraire, nous devrions rester extrêmement focus sur les objectifs et les ambitions qui sont devant nous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en conclusion. Merci beaucoup, Patricia. C'est sûr, c'est une note pleine d'espoir, pleine de dynamisme et pleine de volonté de voir le Cameroun avancer que nous allons nous séparer. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube en direct comme sur Facebook. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée chez vous. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouveau numéro de Point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.